Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission de débat. Pour cette semaine, nous avons deux sujets au menu. Le bilan de la marche de la coalition de lutte contre la vie chère et le putsch de septembre 2015. Pour en parler, nous recevons à ma gauche M. Abraham Badolo de l'ADP. M. Badolo, bonsoir. Bonsoir. À ma droite, nous avons Ousmane Diallo de l'ARDI. M. Diallo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Monsieur Issa Balima de l'IFC boucle la liste des invités. Monsieur Balima, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Zandi. Pour commencer, Monsieur Diallo, comment vous avez vécu la marche de la CCBC? Merci de me donner la parole. Je pense que c'est pratiquement un ras-le-bol parce que depuis un certain moment, nous vivons une morosité économique dans notre pays. Cela est dit certainement par l'insécurité aussi qui sévit. Et du coup, je pense que les autorités de notre pays auraient gagné à étudier le prix, n'est-ce pas, des hydrocarbures en adaptant le prix à la vie réelle du peuple réel du Burkina Faso. Parce que c'est vrai, c'est évident, il y en a qui ne payent pas le carburant, il y en a qui s'en sortent, mais 80% de la population burkinabé traîne le pas. Et de ce point de vue, je pense que 75 francs sur 1 litre, c'est de trop. Voilà, M. Balima, du point de vue mobilisation, on dirait en tout cas que ça a été une réussite, cette marche. Je crois que c'est l'opportunité de féliciter tous les organisateurs, le peuple qui a adhéré à cette grande manifestation, pour quand même exprimer, je dirais, sa colère montante, vivement que l'autorité sache lire le message pour que le plus tôt possible, la misère des Burkinabés soit véritablement prise en compte. D'accord. Monsieur Badolo, vous pensez que cette mobilisation-là pourra peut-être faire reculer le gouvernement? Moi, je dirais que ça serait vraiment pas du tout intelligent de leur part de ne pas considérer ce qui est l'événement du 29, parce que vous avez vu la mobilisation, le peuple a répondu à l'appel, les gens ont entonné des slogans assez austères même au régime actuel. Donc je dirais que c'est, comme ils l'ont dit, c'est un avertissement, parce que si d'ici là, nos préoccupations ne sont pas prises en compte, c'est sûr que nous allons passer à d'autres étapes pour que ceux qui sont là aujourd'hui sachent vraiment que le peuple burkinabé en a marre, parce que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu seulement le cas de l'augmentation du carburant qui a été évoqué. Il y a eu une plateforme de revendication qui a été remise au ministre du Commerce pour le gouvernement. Et aujourd'hui, nous adhérons entièrement à la plateforme, parce que vous savez que dans la revendication également, on a fait cas de la liberté d'expression et démocratique, même des libertés syndicales. Tout ça, c'est des choses aujourd'hui sous le régime post-insurrectionnel et qui sont mises en mal. Donc nous avons rappelé également à ceux qui sont là de faire très attention, parce que c'est parce qu'il y a eu la liberté d'expression qu'ils ont pu quand même venir aux affaires. D'accord. Monsieur Diallo, c'est vrai, il parlait tantôt, il y a eu des discours assez musclés, voilà, des revendications, outre le retour au prix normal du prix du carburant, du litre à la pompe. On a des revendications aux allures politiques. Est-ce que vous ne pensez pas que la CCBC dévoie un peu sa mission première, qui est celle quand même de lutter pour de meilleures conditions de vie des populations? Non, je pense qu'ils sont sur la droite ligne de leurs revendications, parce que, qu'on le veuille ou non, il faut que les conditions économiques et politiques s'améliorent pour que les conditions matérielles et les conditions de liberté s'améliorent. Ça va ensemble, si bien qu'il est difficile de détacher, n'est-ce pas, les luttes syndicales totalement des luttes politiques. Je pense d'ailleurs que le CFOP devait les accompagner dans cette démarche, dans cette ligne
dans cette volonté de vouloir faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que le peuple vive en tout cas dans la liberté. Voilà, et monsieur Balima, la CCVC, c'est les OSC, c'est les partis politiques, c'est les syndicats, ça fait pas un peu trop? Je crois qu'il faut recadrer le débat au sein de la CCVC, il n'y a pas de parti politique. Certes, on a vu quand même des partis politiques appeler de façon publique. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient partie prenante. Il y a des communiqués qui ont été faits. Oui, ça c'est appeler ces militants à soutenir une plateforme. À la cause de la Attention, il y a quand même un distinguo. Il y a quand même un distinguo parce que c'est un appel, c'est une plateforme de la société civile, des OSC. Ça, il faut leur reconnaître ça. Maintenant, le pouvoir d'achat qui baisse aujourd'hui, qui est défendu aujourd'hui, n'est pas simplement réservé aux OSC. À la pompe, on ne te demande pas si tu es OSC ou si tu es MPP ou autre chose. C'est simplement le pouvoir d'achat des Burkinabés qui a été défendu. Et comme on l'a si bien dit, depuis un certain temps, quand même, on constate un véritable recul démocratique en termes de liberté politique tout court. Oui, mais les syndicats sont là pour mener cette lutte. Pourquoi y associer la CCVC? Oui, mais la CCVC, c'est quoi? La CJTB, ce n'est pas un syndicat? Les organisations, ce sont des organisations de la société civile qui ont estimé les mouvements des droits humains. Mais je crois quand même qu'ils veillent au grain. Sur le mouvement, il y a le MDHP, par exemple, ou bien M. Badoum, qui devait, pour ce qui est des droits humains, le MDHP pourrait peut-être mener la lutte. Non, je vous dis. Parce qu'on a comme l'impression que la CCVC était fourre-tout et parfois on a du mal quand même à se retrouver, à savoir si c'est une OSC qui est en train de mener la lutte, c'est des partis politiques. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, la CCVC n'est pas en train de faire le travail des centrales syndicales, par exemple? Non, je ne dirais pas du tout, parce que nous nous sentons tous concernés. Quand on parle de vie chère, que vous soyez dans un parti politique, ou que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, même quand vous êtes OSC, quand on parle de la vie chère, ça concerne tout le monde, ça touche tout le monde. Les 75 francs de plus sur le carburant, ça touche tout le monde, toutes les couches sociales. Donc aujourd'hui, quand on parle même de liberté démocratique et autres, ça touche aujourd'hui tout le monde. Vous regardez aujourd'hui au Burkina Faso, quand vous critiquez, on vous intimide par tous les moyens. Nous avons vu un peu, parce que quand nous ne critiquons pas pour critiquer, nous prenons du recul, nous observons et nous donnons de la voix. Aujourd'hui, nous avons vu un peu l'arrestation de Barry, Denis Auguste Barry. Le gouvernement nous avait dit à l'époque qu'on allait être édifié. Jusqu'à présent, le monsieur a bénéficié 8 mois après d'une liberté provisoire sans que nous puissions vraiment voir cette édification-là. Nous ne sommes pas dans le secret en tout cas de la procédure, donc nous n'en savons rien pour le Mais moment. de toute façon, nous savons que tous ceux qui ont été arrêtés dans le cadre du dossier Barry ont été tous relâchés. Donc, nous avons encore vu le cas de notre camarade Safiatou Lopez Zongo, qui a été arrêté d'une manière musclée, mais aujourd'hui, le dossier n'avance pas. Nous, à l'époque, moi je me souviens quand elle était arrêtée, moi j'étais inquiet. Je me suis dit qu'avec un tel dispositif, c'est sûr qu'on allait être édifié. Parce que je me suis dit que l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie ne peut pas aller cadrer la main de quelqu'un inutilement. Mais par la suite, quand ils ont fait les perquisitions, ils n'ont pris que ses portables et son ordinateur. C'est quand même prendre oui, le peuple. Aujourd'hui, on a des structures qui peuvent poser ce débat. Mais lorsque c'est la CCVC dont la mission première est de lutter contre la vie chère, qui vient parler de recul démocratique, certains Burkinabés ont du mal quand même à faire un peu la oui, mais parlons des composantes de la CCVC. La CCVC regroupe toutes les organisations syndicales et les organisations de la société civile. Aujourd'hui, vous avez vu que d'autres organisations qui ne sont même pas membres des organisations démocratiques ont appelé leurs manifestants à soutenir la plateforme. Parce qu'aujourd'hui, quand on appelle les gens à sortir, il faut quand même que l'argumentation puisse tenir debout. Et quand vous lisez un peu la plateforme de revendication, c'est-à-dire il est légitime que le peuple puisse adhérer à l'appel de la CCVC. Voilà, M. Diallo, est-ce que vous ne pensez pas qu'au niveau de la CCVC, on a ratissé l'âge pour pouvoir mobiliser à la fin? Je pense qu'il n'avait même pas besoin de ratisser large, comme il vient de le dire. Et le prix à la pompe aujourd'hui, ce n'est pas que tu sois syndicaliste, journaliste,
hommes de tout court, tout le monde est concerné. Probablement, oui. Oui, mais le problème est que, bon, au-delà de la cherté de la vie, on pose des problèmes politiques. Est-ce que la CCBC ne déplace pas un peu le problème? Parce que voir aujourd'hui syndicats et opposition s'efforcent, entre guillemets, bras dessous, est-ce qu'aujourd'hui, ça ne dévoie pas un peu quand même la mission première de la CCBC? Mais je pense que c'est des luttes communes. Vous avez vu à l'occasion du putsch raté que c'est pratiquement les syndicalistes qui se sont levés et qui ont... Je ne dis pas que les OSC n'ont pas lutté, mais les syndicalistes ont joué un grand rôle. Ce rôle était-il politique? La question est là. Ce qui est sûr, ils ont amené tous leurs adhérents à ne pas aller au travail. Et ça a permis de réduire, en tout cas, la volonté des putschistes d'aller de l'avant. D'aucuns diront aussi que la situation sécuritaire était telle que même si on voulait travailler, on ne pouvait pas. Et que peut-être les centrales syndicales ont juste profité de ça pour appeler les militants à rester chez eux. C'est une autre position, mais il reste bien entendu que depuis 1966 jusqu'à nos jours, si vous lisez l'histoire de ce pays, vous allez comprendre qu'ils ont joué des rôles éminemment à la fois politiques et sociaux. En tout cas, à tout moment, à chaque instant que le peuple est étouffé, les syndicalistes sont présents. Et pour ça, moi, je les soutiens. Voilà, M. Balima, rien qu'hier, en tout cas, le gouvernement a donné de la voix en disant que le prix du carburant sera révisé de façon trimestrielle. Est-ce que vous pensez que cette reculade est due à la manifestation du 29? Bon, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais tout ce que je constate pour recadrer les choses est que il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que la CCBC était dans son rôle. Parce que toute la plateforme revendicative n'a absolument rien de particulièrement politique. La protection du pouvoir d'achat des Burkinabés, la protection, ce sont les syndicats ont appelé les travailleurs. Mais le rôle du syndicat, c'est de défendre les intérêts moraux, financiers des adhérents. Je crois aujourd'hui qu'au-delà de ces organes de oui, mais l'UAS est là peut-être pour poser le problème sur ce plan. Oui, mais c'est des membres de l'UAS. Même si ce n'est pas toute l'UAS, même s'il y a des syndicats dont nous avons celui qui justifie, qui estime que c'est normal que les prix s'augmentent, aujourd'hui, nous pensons quand même que la CGTB s'est assumée avec des organisations sœurs pour défendre clairement le pouvoir d'achat des Burkinabés. Et c'est le peuple entier qui a été appelé. Tous ceux qui sont sortis dans toutes les 13 régions du Burkina n'étaient pas forcément des militants syndicaux ou des militants politiques, c'est simplement des citoyens tout court qui sont touchés par la cherté de la vie, qui sont sortis exprimer leur ras-le-bol. D'accord, monsieur Balolo, est-ce que vous pensez que véritablement la solution, c'est réviser les prix par trimestre? Non, nous pensions que ce n'est même pas la solution. D'abord, dans la plateforme, il est dit qu'il faut d'abord relire même la structure des prix des hydrocarbures. On a parlé même de l'audit même de la SONABEL et de la SONABI. C'est-à-dire il y a plein de choses qu'il faut faire. C'est-à-dire il ne faut pas se focaliser seulement de revoir, de baisser juste pour 3 mois et peut-être quand ça leur enchantera peut-être de ramener ça au prix qu'ils voudront. Non. Nous disons aujourd'hui, il y a un véritable problème. Il faut revoir les textes au niveau de la SONABI. Il faut d'abord l'auditer. Il faut savoir qui doit à qui. Il faut savoir comment cela se passe. Oui, mais l'État dit être redevable de la SONABEL de près de 200 milliards. Non, mais c'est normal. Si vous passez le temps à donner des carburants à vos ministres, à vos DG pour se balader dans les provinces pour les campagnes, vous ne pouvez pas ne pas devoir à la SONABEL. Dans leur activité normale de ministre aussi. Vous savez, je vais vous dire, le problème aujourd'hui, c'est que le Burkina d'aujourd'hui doit avoir un nouveau regard. Parce que nous venons de loin. Il y a eu une insurrection populaire. Les gens se sont insurgés contre certains faits de l'ancien régime. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que des gens viennent profiter impunément des avantages ministériels. Et je veux dire tout simplement que quand aujourd'hui on vous nomme, vous devrez venir avec l'idée de travailler
pour la nation et pour la patrie. Des gens, aujourd'hui, peuvent même refuser la dotation de carburant et utiliser même leur salaire pour fonctionner en carburant. Mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ils se plaignent même en disant que non, en réalité, ce qu'on leur donne est insuffisant. Attendez, ne nous prenons pas quand même, ne prenez pas le peuple burkinabé pour bête. Mais c'est quand même les autorités de la République. Ils ont aussi droit à des privilèges. Pas au détriment de ceux qu'ils sont censés représenter et défendre. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que, je vois la théorie de la non-misérabilisation des autorités, même si on en viendra, et c'est un discours de groupe. Je suivais le député Bendi Ouba également sur un débat à la télévision BF1 qui défendait également la même théorie parce qu'on lui a demandé quelle est la différence. Quelle différence eux, ils marquent aujourd'hui en tant que députés post-insurrection et les députés d'alors, il a dit non, qu'il faut que les députés existent par des moyens, il faut qu'on donne les moyens aux députés pour fonctionner. Alors que, on nous a promis quand même une grande révolution, une grande refondation de la société burkinabé à partir de l'insurrection populaire. Oui, mais les salaires des députés ont été revus à la baisse. Oui, qu'à cela ne tienne. Est-ce que de vous à moi, vous pensez que le train de vie de l'État a substantiellement diminué, baissé, au point de rassurer les Burkinabés? Quel exemple même de l'austérité la vient de la tête? Pour le moment, je ne suis pas ministre. Monsieur Diallo, est-ce que vous pensez véritablement que le rythme de vie du gouvernement n'a véritablement pas baissé depuis? Quand je regarde, quand j'analyse, je me rends compte qu'il n'y a pas eu un changement fondamental entre le système passé et le système qui est là. Probablement que la vie est devenue plus chère, raison pour laquelle on disait que les syndicalistes ont marché. Certainement que la vie est chère chez eux également. Toujours est-il que à l'observation, lorsqu'on a vu qu'ils ont payé les talismans, donc ces talismans on les appelle, etc., le train de vie de l'État n'a pas baissé. C'est vrai, ils nous ont communiqué leur salaire, ils nous ont communiqué un certain nombre de choses, la communication qui a baissé, etc., mais quelque part, c'est rattrapé. Si bien que je pense, de mon point de vue et de l'observation que je fais, que le train de vie de l'État n'a pas baissé. Voilà, M. Badolo, qu'est-ce qu'il faut faire pour rassurer, en tout cas, les citoyens, pour dire que le gouvernement est à l'écoute de ses citoyens? Non, d'abord, il faut donner l'exemple. C'est-à-dire? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu es ministre. D'abord, il faut balayer du revers de la main les histoires de contrat. Je suis ministre, on m'a nommé ministre pendant que je touchais mieux ailleurs. Ah non, quand vous venez pour servir, bénévolat, ils viennent faire. Écoute-moi, quand vous venez pour travailler pour la nation, vous devez le faire en bénévolat. C'est très important parce que n'oublions pas que nous venons de loin. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une continuité. Nous avons marqué une rupture en 2014. Et c'est inaccessible que des gens viennent à l'idée d'occuper des postes pour s'enrichir et pour bénéficier des avantages au détriment du peuple réel. Aujourd'hui, quand on parle du train de vie de l'État, mais c'est ahurissant quand on vous dit, bon, écoutez, il faut participer à l'effort de guerre pendant que eux, vraiment, ils profitent des avantages faramineux qu'ils ont à travers leurs différents postes. Je dirais aujourd'hui, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est l'exemple. L'exemple viendrait à dire que, je prends un exemple, quand vous prenez un peu le président du Faso, nous savons tous qu'il a été le deuxième homme fort de l'ancien régime. Il a été ministre, plusieurs fois ministre, député de l'Assemblée nationale pendant plus de 10 ans. Voilà. Aujourd'hui, quand même, ce monsieur ne va pas dire au peuple burkinabé qu'il n'a pas assez de moyens après avoir occupé tous ses postes sous l'ère comparée. Aujourd'hui, si j'étais à sa place comme président post-insurrectionnel, j'allais décider de ne même pas toucher le salaire. Peut-être qu'il ne touche pas le salaire. Mais je ne crois pas. Si c'était le cas, c'est sûr que, comme le dirait l'autre, les boxeurs en dessous de la ceinture allaient nous le faire savoir depuis longtemps. Même quand vous êtes ministre aujourd'hui, quand on vous nomme, moi aujourd'hui, si on venait à me nommer ministre, soyez-en sûr que je vais utiliser le véhicule que j'utilise actuellement. Il y a des avantages que je vais balayer du revers de la main parce que je ne viens pas travailler pour m'enrichir, mais je viens poser des actes qui vont demeurer
pour les générations futures. Et il faut avoir le patriotisme. C'est ce qui manque aujourd'hui à ce gouvernement post-insurrectionnel. D'accord, M. Diallo. L'autre problème aussi, que le gouvernement a justifié c'est l'effort de guerre. Est-ce que vous pensez que c'est pas alors pour soutenir? Effort de guerre, oui. Je pense que tout le peuple burkinabé est en guerre. Et cette insécurité touche chacun de nous. C'est comme on le dit, c'est à la guerre comme à la guerre. Donc, de ce point de vue, je suis d'accord que chaque Burkinabé contribue pour l'effort de la... Mais je pense également qu'on aurait peut-être fait une grande analyse et peut-être ponctuer quelque part. Je me dis par exemple 1000 francs sur les salaires. Je me dis peut-être 10 000 chez les grands opérateurs, etc., etc. Voilà. Mais, oui, sous la Révolution, je ne me rappelle pas très bien, mais je pense que les fonctionnaires avaient consenti, même les étudiants à l'époque, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas exclu aujourd'hui également. Si, de façon responsable, on demande à chaque Burkinabé de contribuer pour l'effort de guerre, et je suis convaincu que les gens vont contribuer. Mais les 75 francs, je crois que c'est trop pour 80% du peuple burkinabé. D'accord, les 75 francs sont trop pour beaucoup de Burkinabés. Nous allons passer à le second sujet qui est le push manqué de 2015. Depuis pratiquement une semaine, nous avons à la barre le général Chibet Ndiaye, qui a cité comme le principal commanditaire, même si le général plaide non coupable. Monsieur Badolo, est-ce que vous êtes surpris de cette réaction du général Chibet Ndiaye? Bon, d'abord, pour moi, quand j'analyse de près et de loin, je me dis que ce procès ne sert pas, à mon avis, parce que le peuple burkinabé ne va jamais connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des gens qui ont été cités qui ne comparaissent pas. Vous avez vu aujourd'hui qu'il y a des gens, il y a eu des arrangements politiques, il y a des gens, leurs noms ont été cités, dont l'État a trouvé le moyen de faire des arrangements politiques. Attends, quand la politique se mène à la justice, le peuple ne peut être que dessus. Parce qu'aujourd'hui, le peuple burkinabé ne demande que la vérité, rien que la vérité. Mais quand vous suivez un peu le procès, vous voyez que déjà, le nom du Premier ministre Isaac Zida a plusieurs fois été cité. Jusqu'à là, le monsieur n'est pas rentré quand même pour nous éclairer, parce que c'est un témoin clé des événements du putsch manqué. Vous avez vu également que tout ce que nous avons vu aux côtés du général aux premières heures du putsch, que ce soit les hauts gradés de l'armée, quand le MPP est arrivé au pouvoir, le président du Faso s'est précipité de tous les nommer hors du pays. Vous prenez l'exemple du général Zagreb, aujourd'hui il est ambassadeur au Ghana, le chef d'état-major de la gendarmerie, qui était aux côtés du général Denguéré, est aujourd'hui en France. Quand vous prenez un peu même le directeur de la police à l'époque, qui était aux côtés du général, qui vient d'être nommé, attendez, avec ça vous pensez que nous aurons la vérité? Rien. Monsieur Diallo, est-ce que vous pensiez qu'effectivement ce procès ne servira à rien? Je pense que ce procès est déjà une pédagogie. Je pense également que ce procès marque une étape de l'histoire politique de notre pays, étant entendu qu'il y a eu beaucoup de coups d'État qui se sont succédés dans ce pays, sans qu'on ait eu en tout cas des procès de ce genre. Mais ma conviction de communiste libéral, c'est que tout droit est un droit de classe, toute justice est une justice de classe, et c'est la classe dominante qui dictera toujours sa vérité. La vérité ne se saura que si la classe dominante veut qu'on sache la vérité. Autrement, moi je pense que c'est un procès pédagogique que nous allons avoir. Monsieur Balima, vous partagez ce point de vue? On ne saura pas la vérité? En tout cas, je suis assez sceptique. Assez sceptique parce que quand on prend l'agencement des événements,
moi j'aurais été mieux convaincu si on commençait par exemple par le procès de l'insurrection, qui a eu lieu 1 an avant le putsch. Allègrement, on a laissé le procès de l'insurrection, à la limite dont on n'en parle même plus. Hein. C'est le dossier bouclé qu'on juge, M. Balima. Oui, il semble que le dossier de l'insurrection s'est bouclé. Ah, d'accord. Oui. Nous sommes au procès de putsch. Aujourd'hui, je crois qu'il ne s'agit pas de présenter l'opinion burkinabé comme étant divisée en 2 camps, pro-putsch et anti-putsch. Non. Le général, après les événements, a dit qu'il assumait. Aujourd'hui, il vient remettre tout ça en cause. En quoi il a remis quelque chose en cause? Je crois que assumer ne veut pas dire coupable. Les mots ont leur sens et nous ne sommes pas une juridiction, encore moins l'opinion. Je crois qu'il faut calmement et doucement s'écouter. C'est un procès pénal où il ne peut pas avoir de responsabilité collective. Chacun, la principale question qui est posée au général est d'expliquer son rôle à lui dans les événements. Je crois quand même que c'est ce qu'il est en train de faire. Accordons-lui, qu'on l'aime ou pas, la présomption de sincérité quand même pour aller au bout. Mais ce qui est gênant, on aura quand même remarqué dans ce procès-là, dans ce dossier-là, d'abord à l'entame, nous avons suivi avec intérêt et méfiance l'éviction des avocats étrangers de Djibril Bassolida à l'entame, au motif que c'est un dossier militaire. Il a fallu... mais aujourd'hui, il y a quand même des oui, avocats mais il a fallu un combat. Il a fallu un combat au plan national et international et régional pour que les avocats soient acceptés dans le dossier. C'est déjà une victoire. Ça, c'était la première chose. Nous avons également suivi l'éviction du premier procureur militaire et de juge civil qui était dans le dossier. Et en son temps, le président du FASO même a dit clairement qu'il le faisait parce qu'il a bien envie, il veut pouvoir travailler avec des juges. Il veut être libre de travail, il est libre de travailler avec les juges qui peuvent le faire. Je crois que c'était une immixtion grave de l'exécutif dans un dossier judiciaire aussi grave que ça. Aujourd'hui, ce qui intéresse le peuple burkinabé, épris de paix et de justice là, c'est de savoir qu'est-ce qui a bien pu, quels sont les événements qui ont bien pu s'enclencher pour qu'on arrive à là. Mais à l'analyse aussi, on a suivi quand même un certain nombre d'évolutions. Les gens se sont insurgés contre le projet de modification de l'article 37. Ils étaient pour la plupart, ils se sont retrouvés en même temps à applaudir, passez-moi l'expression, un bandit qui a encerclé l'état-major général des armées avec des armes pour prendre le pouvoir et se faire applaudir par tous les insurgés qui défendaient la Constitution. Ça, c'était le premier péché. Ça, ce sont vos propos non, que vous assumez. C'est sûr qu'il n'y a pas de disposition, il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui disait qu'en cas de vacances de poste à la présidence, c'était le lieutenant-colonel qui prend le pouvoir. Oui, mais les différents partis se sont accordés. Oui, les différents partis ne peuvent pas s'accorder à être au-dessus de la Constitution. La Constitution est une institution supra tout ça. Ça, c'est le premier vice que nous avons conservé. Et avec, toutes les personnes ressources de ce pays ont failli à leur devoir en son temps. Ça, c'était le premier événement. Le deuxième événement, constatons aujourd'hui qu'il n'est pas sérieux. Que l'on pense aujourd'hui, que l'on ne reconnaisse pas. On a vu les dérives de la transition qui ont été applaudies. Oui, mais en attendant, M. Balima, le principal mobile avancé par le général pour justifier le push, c'est le fait qu'on devait dissoudre le RSP. M. Balima. Moi, aujourd'hui, d'abord pour revenir un peu sur la justice en question, le procès, je dirais aujourd'hui que moi, personnellement, je ne crois pas du tout. Oui, mais déjà qu'il y a un procès, oui, les gens ont été exécutés sommairement. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il faut saluer la tenue de ce procès. Mais nous, si nous parlons, c'est ce que nous voulons. Le peuple ne veut pas de vengeance. Nous voulons connaître la vérité et que les responsabilités soient situées, que les coupables soient punis. Pour le moment, c'est la fin des auditions. Il n'y a même pas encore. Je suis d'accord, mais aujourd'hui, comment vous voulez comprendre que la juridiction, il y a problème même. Cette justice militaire même a déjà un problème fondamental. Pourquoi je dis cela?
Parce que d'abord, le chef suprême des armées, c'est le président du Faso. Et c'est le président du Faso, en gros, qui nomme les mêmes juges à la justice militaire. Vous pensez aujourd'hui qu'il peut avoir une véritable justice dans cela? Si je suis voulez que le président fasse, attendez, c'est mettre en marche des textes. Justement, aujourd'hui, il est venu après une insurrection populaire. Quand il voit, le domaine de la justice est très sensible. Quand on voit que, parce qu'aujourd'hui, nous voulons un procès juste et équitable. Aujourd'hui, moi, je sais que je ne peux pas être président du Faso et détenir une justice à ma portée et ne pas l'utiliser à ma faveur. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Badolo. Donc, mais je dirais, pour revenir un peu sur le motif même, je dirais aujourd'hui que nous payons tous les frais de cette dissolution-là. Il faut le dire franchement. Aujourd'hui, vous voyez que nous sommes attaqués de part et d'autre sans que nos unités ne soient assez préparées pour faire face aux différentes menaces. Nous perdons des frères jour et nuit. Peut-être que si le RSP était là, on allait éviter certains dégâts. Mais je dirais que le motif, peut-être c'est eux qui savent ce qui s'est passé, mais moi je dirais que quand on voit un peu les décisions avant la dissolution, j'ai vu qu'on parlait même de délocaliser même, de leur délocaliser du camp Nabako. On parlait également de muter tous les responsables, peut-être à d'autres fonctions et autres. On parlait également même de revoir même le nom du RSP. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Tous les militaires RSP ne sont pas coupables de ce que leurs aînés ont fait de par le passé. Il y a des militaires aujourd'hui, quand vous leur demandez même, d'après certains aînés qui étaient au RSP, ils ne connaissent même pas leur histoire, mais ils ont bénéficié de la sanction qui aujourd'hui les frustre, parce qu'ils ne sont pas comptables de tout ce que peut-être certains chefs du corps ont eu à oui, mais est-ce que cela pouvait-il justifier le push du 15? Je vais vous dire une chose. Avant d'arriver au push du 15, il y a eu pas mal d'événements qui sont produits. D'abord, il était clair qu'à un certain moment donné, la seule personne qui causait problème, c'était le ministre Isaac Tida, qui est issu du RSP. Et grâce au RSP, il a pu prendre le pouvoir. À un certain moment donné, il restait pratiquement un mois, M. Diallo. Il restait pratiquement un mois. À un certain moment, les gens ne se sont pas assumés sur la transition. Étant donné que le monsieur posait problème, il fallait seulement que le président du Faso s'assume et nomme peut-être un autre ministre à sa place. Je vous assure que si le colonel Isaac Sida avait été changé sous la transition comme Premier ministre, on n'allait pas avoir tous ces problèmes. Voilà, aujourd'hui, M. Diallo, est-ce que vous pensez véritablement que le mobile de dissolution du RSP suffisait pour faire le push du 15? Non, je ne pense pas. Je pense d'abord qu'il y a des théories qui disent que le pouvoir est au bout du fusil. De toute façon, si vous voulez avoir le pouvoir et vous avez les armes, c'est déjà un motif suffisant. Ça, c'est un. Ensuite, j'ai suivi la politique qui s'exerçait en son temps. Et je pense que nous avons été dirigés, que mon cher ami m'excuse, par les OEC. Des OEC que je respecte beaucoup, mais beaucoup parmi ces OEC étaient, je ne vais pas dire nés des dernières pluies. Ce qui est sûr, beaucoup n'avaient pas une culture politique assez poussée. C'est-à-dire que la responsabilité était telle que, en ce moment, il suffisait seulement qu'on écrive, je me rappelle encore, paix à son âme, l'ex-président. En tout cas, un des OEC avait écrit qu'il a fait quoi et on est allé brûler sa maison. Natama, je crois. Natama. Vous imaginez? Pour rien, on mettait, qu'il était pressenti pour être le premier voilà. ministre. Je pense que c'est surtout, je ne dis pas que les OEC n'ont pas été responsables, mais je pense que beaucoup d'OEC sont arrivés à l'instant I et se sont jetés dans la politique. Alors que la politique, c'est un art. Ce n'est pas parce que par le hurlement de la populace, on est arrivé à être devant, qu'on est suffisamment mûr
pour gérer la cité. Je pense que tout le problème, vous m'excusez, mais je pense que ce sont les OEC qui ont mis peut-être même beaucoup d'essence dans cette essentialité qui a amené Zida ou autres à faire ce qu'ils ont fait. Vraiment, s'il fallait condamner, je sais que... Mais j'allais les condamner, c'est eux. Voilà, M. Balima, est-ce que ce sont les OSC qui nous ont mis dans ce chaos, entre guillemets? Bon, je ne jette pas totalement l'anathème sur simplement les OSC. Je crois que c'était une faute nationale collective. Parce que nous avons tous failli vis-à-vis de la Constitution. C'est l'institution principale, c'est l'institution suprême. Si après l'insurrection, nous avions pensé au respect de la Constitution, je suis convaincu qu'aujourd'hui on aurait moins de problèmes. On a préféré militariser la transition au lieu de la constitutionnaliser. Conséquence, si le RSP n'était rien, lui, Zida, ne serait pas sorti pour prendre le pouvoir. Évidemment, ça posait un problème. Il en est issu, il a retourné son pouvoir contre ses frères d'armes. Évidemment, on ne pouvait qu'à s'attendre à des problèmes. Ce qui... oui, à un mois, on était à un mois des élections. Lui, Zida, avait personnellement quel intérêt à prendre cette mesure-là, connaissant tous les risques? Je crois que le cadre, la dynamique des réformes de l'armée, de façon générale du RSP qui était engagée là, avait quand même abouti à la solution. Écoute, on attend que le président démocratiquement élu décide de ce qu'il va faire du RSP. Oui, mais le push a été fait au moment où le Conseil des ministres aussi n'avait même pas encore fini. Il n'avait pas encore pris de décret pour dissoudre le RSP. Est-ce que ça n'a pas été fait de façon précipitée, M. Diallo? Comme je le disais, ce sont les OEC qui géraient le pays. C'est vrai, il y avait le président Michel Kafando. Oui, mais il faut se dire que c'est les OEC qui nous dirigeaient et la plupart d'entre elles étaient très jeunes. Très jeunes, quand je lis, quand je les écoute, je les respecte beaucoup, je les aime, mais franchement, c'est les OEC qui... D'accord. Oui, M. Badolo, aujourd'hui même le général cite un de vos ex-camarades qui l'aurait essuyé de faire un putsch, un coup d'État, mais que ça ne l'intéressait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous assumez ce rôle des OSC que vous avez joué un peu le rôle de Trouboufette lors de la transition? Bon, vous savez qu'il faut reconnaître que certains n'ont pas vraiment joué leur rôle, il faut le dire clairement, parce qu'après l'insurrection populaire, les autres se sont plutôt attelés à profiter du gain, puisque chacun estimait que c'était grâce à lui, il y avait eu le changement. Il fallait également profiter des retombées de ce changement. Donc, ça fait que beaucoup d'entre elles ne pouvaient plus apporter une vision nouvelle. Les gens maintenant se prononçaient en tenant compte de ce qu'ils gagnaient derrière. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas critiquer la transition et vouloir encore bénéficier des retombées de cette même transition. Mais l'histoire retiendra également qu'il y a des OSC qui ont été au devant de l'insurrection. Il y a des gars, il y a des gens qui ont eu quand même le courage de se démarquer sous la transition. Moi, je me rappelle que nous avons été, j'étais le vice-président du collectif anti-référendum, mais sous la transition, j'ai démissionné, j'ai créé l'Alliance pour la défense de la patrie. Oui, mais est-ce que peut-être c'est pas parce que vous n'avez pas bénéficié des 50 millions de Zida? Moi, je vais vous dire une chose. D'abord, quand je me battais, j'avais un minimum. J'étais jeune chef d'entreprise, j'avais quand même un minimum qui me permettait de survenir à mes besoins et même de soutenir certains camarades à l'époque. Donc ce n'était pas une question de gain, c'était une question de patriotisme parce que nous sommes dit qu'à un certain moment donné, 27 ans de pouvoir était vraiment de trop. Mais vous avez vu que sous la transition, dites-moi quels sont les OSC qui ont vraiment critiqué certaines actions pas catholiques de cette transition. Il n'y en avait pas. Monsieur Badolo, aujourd'hui, le général charge les USC, les 50 millions. Vous en avez entendu parler lors de la prise de pouvoir à la place de la Nation? Bon, je vais vous dire une chose. J'y étais, c'est vrai.
Mais vous savez, je n'ai pas vraiment assisté à cette distribution de 50 millions d'euros. Mais vous en avez entendu parler. Bon, Vous avez flairé peut-être l'odeur de ces 50 millions. Non, pas du tout. Je n'ai pas du tout fleuré l'odeur de quoi que ce soit. D'ailleurs, je sais que le divorce est venu un peu de mes critiques assez austères au régime de transition de l'époque, parce que je savais qu'à chaque réunion, j'étais obligé de leur rappeler pourquoi le peuple s'était insurgé. Et ça causait problème même au Premier ministre de l'époque, et ça causait problème à mes camarades. Et par la suite, j'ai pris mes responsabilités de claquer la porte et de rester dans mon rôle régalien de critiquer ce qui ne va pas et de rappeler à mes autres camarades et à ceux qui disaient la transition que le peuple burkinabé était sorti pour un véritable changement, mais il n'était pas sorti et il n'était pas question qu'il y ait une continuité. Il n'était pas question également que dans une transition, on puisse venir faire pire que tous les tas que nous avons dénoncés sous l'ancien Oui, régime. M. Balima, après tout ça, aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dire qu'il faut réformer, il faut refonder l'armée burkinabé. Est-ce qu'au vu de l'histoire politique de ce pays, l'armée peut-elle rester en marge de la politique? Oui, nous sommes, je crois, bientôt depuis les indépendances, même s'il y a eu des états d'exception qui ont quand même interrompu notre culture démocratique, je crois qu'on gagnerait tous à fédérer nos énergies pour avoir une armée républicaine, mais encore faut-il avoir des républicains civils d'abord. Parce que je dis que ce qui s'est passé, aujourd'hui, notre pays a été éprouvé plus par la quête du pouvoir de ses fils à un moment donné que de la culture, de la promotion de la culture démocratique. Nous avons tous failli en ne faisant pas l'effort de respecter la Constitution. Nous avons tous été témoins et complices des dérives parfois autoritaires, violentes, et même des dérives même qui ont failli même créer des chocs entre les confessions religieuses ici. On a vu le Premier ministre Israël qui ne se cachait pas de promouvoir ses frères protestants et autres, il y en avait trop. Nous sommes arrivés à des dossiers politiques, par exemple, tels que l'exclusion. Je ne dis pas, et en son temps, les dérives étaient telles qu'un religieux, et pas des moindres, a même comparé ceux qu'on a exclus là de nazis, puisqu'il a fait le parallèle pour dire que l'Allemagne, après la Deuxième Guerre, a exclu les nazis des élections. Je crois que tout ça, il faut remettre les choses dans leur contexte et comprendre que on a failli et se donner la main courageusement pour trouver des solutions, au lieu de penser que d'une part, il y a des patriotes et de l'autre des apatrides. Ce n'est pas la bonne formule. Oui, nous avons compris. Et M. Diallo, il faut réformer, il faut refonder l'armée, on est tous d'accord. Mais comment on y procède? Je pense que si un militaire entreprend une action d'une certaine envergure, il y a toujours un civil à l'arrière. C'est toujours comme ça. Je pense donc que pour réformer l'armée, il faut d'abord que les citoyens se réconcilient avec l'État. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une sorte de désétatisation, c'est-à-dire que l'État perd son autorité. C'est lié à quoi? C'est surtout d'abord les civils qui ont excessivement de liberté, parce que les militaires sont dans un certain, dans un certain moule. Ils ont une certaine éducation, au-delà de l'éducation que nous recevons, ils ont une éducation particulière qu'ils reçoivent, qui fait qu'il y a une certaine discipline. Donc, si les civils acceptent de se discipliner, je pense que pour l'armée, il n'y aura pas de problème. Je voudrais également dire que peut-être qu'il faut faire désormais attention au recrutement, parce que j'entends dire dans certains milieux que très souvent, ce sont les enfants qui sont difficilement maîtrisables à domicile et qu'on recrute. Je ne suis pas sûr, j'entends dans les grains, peut-être que c'est vrai, c'est faux, je ne sais pas, mais il faut de la rigueur dans le recrutement aussi.
D'accord, M. Badolo, en tout cas, pour ce qui est de l'autorité de l'État, très souvent, c'est la jeunesse. Et vous, en tout cas, vous êtes une OSC, vous devrez normalement, votre mission, c'est l'éveil aussi de conscience. Qu'est-ce qu'il faut pour restaurer l'autorité de l'État après cette insurrection où chacun se revendique D'abord, il faut que l'État donne l'exemple. Tant qu'il ne donnera pas l'exemple, ça va être difficile de parler qu'il y ait l'autorité requise. D'abord, quand on parle du respect d'autrui, vous voyez que certains responsables ou certaines autorités, quand on leur tend le micro, ils insultent même le peuple burkinabé. C'est-à-dire quand ils parlent, c'est comme s'ils parlaient à des moutons. Pourtant, ce n'est pas le cas. La jeunesse qui suit également ne soit pas étonnée que la réplique soit de taille. Aujourd'hui, ce qu'il faut, j'en reviens un peu à, peut-être que la question allait venir par rapport à la réforme des militaires. Il faut que les politiques laissent les militaires tranquilles, jouer leur rôle. Tant que les politiques voudront mélanger les militaires à leur politique, ça va toujours créer pas mal de problèmes. Vous avez vu un peu le cas, ce qui est arrivé un peu au respect. C'est parce que des civils, forcément des civils ont eu leur main dedans. Aujourd'hui, ce qu'il faut, l'armée doit jouer son rôle avec tous les moyens nécessaires. Mais il ne faudrait pas également que les politiques s'ingèrent. Je dirais que s'ingérer dans le dispositif même, je dirais ainsi, de l'armée. Je prends un exemple. Vous avez vu, le RSP a beaucoup été critiqué parce que à un certain moment, les gens se sont dit que le président, l'ex-président Blaise Compaoré, utilisait le RSP pour faire des règlements de compte à ses adversaires politiques ou à tous ceux qui critiquaient. Mais après une insurrection populaire, nous nous rendons compte qu'il y a un RSP bis qui est en train de naître et c'est la gendarmerie nationale du Faso. Il faut le dire. Parce que moi, franchement, sans vous mentir, je ne crois plus vraiment à cette gendarmerie parce que quand vous regardez un peu, moi, je prendrais toujours exemple l'arrestation musclée de notre camarade Safietou Lopez, qui a été arrêté comme une terroriste pendant que nous n'avons pas vu une seule arme qui a été retrouvée chez elle ou ne serait qu'une seule grenade. Pourquoi? À quoi a consisté alors une arrestation musclée de cette taille? Peut-être tout dépend de l'alerte aussi qui a été donnée à la gendarmerie. Je vous dirais que nous reviendrons à vous, M. Badolo. M. Balima, aujourd'hui, tout le monde parle de la défaillance de l'autorité de l'État. Tantôt, il le disait. Vous êtes homme politique. Qu'est-ce que vous proposez? Si l'autorité n'incarne pas ce que les textes disent. En 2020, vous êtes élu président du Faso. Qu'est-ce que vous faites pour restaurer l'autorité de l'État, M. Balima? Non, je dis que simplement, il faut revenir au respect des institutions. C'est le salut. Il faut revenir au respect des institutions. Et ça dit que les institutions ne sont pas respectées? Pas du tout. L'institution suprême dans notre pays, dans un pays démocratique, s'appelle la Constitution. En 2014, au motif qu'on lutte contre la modification d'une constitution, on a mis la constitution même dans un puits pour faire autre chose. Voilà d'où est venu le problème. On a assisté, on a applaudi. Oui, aujourd'hui, je pense que si la constitution avait été constitutionnelle, ça n'allait même pas effleurer l'esprit d'un militaire. Et c'était un grand maître. C'était la meilleure leçon et la meilleure réforme de l'armée, de dire aux militaires, vous voyez, même après la démission du président Compaoré, c'est la Constitution qui a été au-dessus de tout le monde la respecte, et faire un coup d'État en ce moment, ça allait être faire un coup d'État contre la Constitution. Mais les gens ont laissé ça faire autre chose. Se retrouver entre camarades, militariser le débat, se partager des postes, c'était un gâteau à partager. Mais évidemment, le gâteau a été finalement un goulot d'étranglement, et voilà où nous en sommes. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de cette édition. Nous allons faire un dernier tour de table. Et Monsieur Diallo, aujourd'hui, au vu en tout cas des différentes auditions au niveau du putsch manqué, et au-delà de l'aspect pédagogique dont vous parliez, aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément la présence du Premier ministre Isaac Zida pour faire jaillir la vérité, comme certains le disent?
Je pense que le problème de la justice c'est très sensible, c'est très sérieux. Et de ce point de vue, moi, je préfère que l'appréciation, à partir du moment où les dossiers sont déjà entre leurs mains, qu'on laisse la justice faire son travail et qu'elle fasse en sorte à démentir le fait que j'ai dit que toute justice est une justice de classe. Ok, M. Badolo, est-ce que vous pensez que véritablement c'est la justice des vainqueurs sur les vaincus dans cette affaire? Moi, je crois parfaitement à cette hypothèse parce que quand un président peut nommer des juges pour un dossier dont il a été cité, parce que n'oublions pas que le général a cité également le nom de l'actuel président. Donc moi, je dirais aujourd'hui, ce que le peuple burkinabé recherche, c'est une véritable justice. Que tous ceux qui ont fauté puissent être sanctionnés, mais qu'il n'ait pas la main de ceux qui sont aux affaires. Parce que quand vous avez le pouvoir, c'est vous qui tenez les rênes. Donc qu'il n'ait pas une justice de vengeance et une justice pour nuire à des camarades ou à des adversaires politiques. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ceux qui nous gouvernent laissent libre champ à la justice de dire la vérité, rien que la vérité. Mais déjà, je peux vous dire que ça va vraiment être difficile parce que quand on voit un peu la manière dont les choses se passent, ce n'est pas la peine. Le peuple burkinabé ne va pas connaître la vérité. Nous ne saurons jamais ce qui s'est vraiment déroulé lors des événements. D'accord, nous osons espérer que ça ne sera pas en tout cas la victoire et la justice des victorieux sur les vaincus. Nous sommes pratiquement en tout cas au terme de cette émission. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous avions deux sujets en débat ce soir. Le putsch manqué et le bilan de la marche de la CCBC. Nous étions avec Abraham Badolo de l'ADP, M. Diallo Ousmane de l'ARDI et M. Issa Balima de l'UFC. Voilà, au revoir. Nous vous donnons rendez-vous pour samedi prochain à la même heure pour le débat de Canal 3. Restez fidèles au programme de la télévision Canal 3.